Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. On est très content avec Johan aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire, pour ce focus très très spécifique sur l'idempotency, qui est un sujet assez important, voire crucial quand on crée des API et sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Donc voilà, on est très content de recevoir Johan, avec qui on travaille avec Next Level Run, qui va aujourd'hui être notre guest star pour parler d'API et d'idempotency. En quelques mots, nous, Next Level, qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif, c'est d'accélérer la montée en compétences des devs en entreprise et pour les freelances aussi. Et on fait ça de façon différente. On a créé le passeport dev que vous avez peut-être entendu déjà, qui cartographie l'ensemble des compétences tech. C'est gratuit, c'est utilisable par n'importe qui. Euh, on le fait aussi à l'échelle des toute une équipe, toute une organisation pour pouvoir voir les forces et les faiblesses de chacun. Et on complète ça avec des formations qu'on fait sur des sujets avancés du software, sur la qualité, de la performance, de la sécu, de l'infra, etc. Donc on est très content des formateurs qu'on a avec nous. Johan fait partie de ces formateurs. Et d'ailleurs, il propose une formation Master API Design. L'idée, c'est pas d'apprendre à créer des endpoints. On part du principe que vous en avez déjà fait. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin sur tout un tas de sujets, sur de l'archi, sécu, perf, testing, doc, observabilité, etc., etc. Et le point d'aujourd'hui, c'est de faire un focus très spécifique sur un des aspects de la formation. Donc, vous allez voir tout ce que présente Johan, le fond, mais surtout, mais aussi la forme. C'est totalement comme ça que la formation est conçue. Donc, focus sur l'idempotency. Et il y a eu, si vous aviez téléchargé le dossier sur les 8 concepts clés autour des API qu'on avait fait avec Johan, justement, il y avait un petit formulaire spécial pour pouvoir être tiré au sort, pour recevoir, offrir la formation de 3 jours avec Johan. On fera le tirage au sort en live à la fin du webinar. L'objectif, c'est qu'on termine à 30. Peut-être qu'on débordera un tout petit peu, mais vous aurez du temps pour aller déjeuner. Johan, je te laisse la main. Eh ben allez, super, on fait comme ça. Bonjour à tous, merci d'être présents. Ça me fait extrêmement plaisir, ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, on va d'abord essayer de le clarifier. L'idempotence, c'est quoi? Donc, on va prendre un exemple, enfin un exemple un peu abstrait pour le moment. Si vous avez une action idempotente qui permet de changer l'état d'un système, donc le passer de off à on, ou, par exemple, hein. Alors vous pouvez exécuter en fait plusieurs fois de suite cette action sans risque, parce que l'état du système n'aura changé qu'une seule fois, à la première exécution de l'action. En gros, l'idempotence, c'est que vous pouvez bourriner une action, elle s'exécutera qu'une seule fois. Alors, on va prendre un exemple plus concret. On voit ici une clé de voiture classique. Vous pouvez presser chacun des deux boutons autant de fois que vous le souhaitez, le résultat sera toujours le même. Si vous appuyez plusieurs fois de suite sur le cadenas ouvert, la voiture s'ouvre, elle reste ouverte. Et si vous appuyez plusieurs fois de suite sur le cadenas fermé, la voiture se ferme une première fois et elle reste fermée les fois suivantes. Alors bien évidemment, ici, on distingue deux actions. Il y a ouvrir, il y a fermer. Si vous alternez les deux boutons, la voiture s'ouvrira et se fermera à tour de rôle. Mais quand on parle d'idempotence, on parle d'exécuter plusieurs fois la même action. Soit ouvrir, soit fermer, mais jamais les deux. Là, sur cette clé, on n'a qu'un seul bouton pour ouvrir ou fermer la voiture. Et c'est là la différence avec la précédente clé. On a ici une seule action qui permet d'alterner le verrouillage de la voiture, ce qui signifie que par nature, cette action, elle ne peut pas être idempotente. On pourrait donc résumer qu'une action idempotente, c'est une action qui permet d'atteindre un état précis sans forcément avoir à le consulter. Un exemple, si vous venez de garer votre voiture, vous avez fermé la porte du garage et vous vous souvenez plus si vous avez bien fermé la voiture ou non. Avec la première clé, vous pouvez fermer la voiture sans avoir à vérifier qu'elle est bien verrouillée. Avec la seconde clé, vous serez obligé de vérifier que la voiture est bel et bien verrouillée, parce que si vu que vous ne connaissiez pas l'état initial. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi le rapport avec les API? Et pour ça, je me suis dit en fait qu'un exemple serait adapté. Alors, notez qu'ici, on va étudier une API REST, mais la notion d'idempotence, elle s'applique à tous les types d'API, que ce soit
qu'elle soit basée sur RPC, SOAP, GraphQL, etc. Et je précisais aussi, on avait précisé dans le document d'inscription que là, on se base sur Nest.js, mais évidemment, c'est pas la partie importante du sujet, c'est qu'un support de présentation. Alors, laissez-moi switcher mon écran. Hop. Voilà, donc normalement, maintenant, vous voyez mon éditeur de code. N'hésitez pas à le dire s'il y a un problème. Alors ici, je vais vous présenter une API assez simple. Elle permet de créer des commandes et de les consulter par la suite. Donc là, rien de bien complexe, je vous présente. Donc, ah oui, petite précision, j'utilise HTTPy, c'est une ligne de commande euh, qui permet de faire des requêtes comme curl, mais en un peu plus propre, un peu mieux présenté. Voilà, donc, ne soyez pas surpris. Donc là, on peut faire une requête POST vers mon API. On fournit juste une adresse en paramètre. Et à ce moment-là, en fait, on va voir que euh, bam, on a ici la requête POST avec les headers, son payload. Et en réponse, on obtient bien un 201 created avec une réponse. Donc là, on voit bien qu'on a l'adresse Lyon, on a un ID qui a été créé automatiquement, puis on a deux, trois autres infos. Et du coup, donc ça, c'est la réponse au post. Et si on souhaite les consulter, il suffit de faire un get sur la même URL. Et là, on voit bien qu'on récupère la même commande. Maintenant, on va présenter en fait ce qui se passe quand notre API peut être en échec. Donc, il y a des cas en fait où vous avez. Alors, je vais commencer par vider ma table des commandes pour faire un meilleur exemple. Donc, soyez pas surpris par ça. Quand on va faire notre requête vers notre API, on s'attend évidemment à avoir une réponse 201, mais en fait, des fois, bah, on va faire une requête et puis la requête atteint bien le serveur, mais on n'obtient pas la réponse en retour parce que bah, il y a une erreur réseau, surtout sur, par exemple, des appareils mobiles. Et donc là, c'est ce que j'essaye de vous présenter, c'est que la requête, je vais agrandir ça, la requête, elle est bien partie, on la voit ici. Par contre, en retour, on obtient un getaway timeout. Bon, bah du coup, on obtient une erreur. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on réessaye? Parce que là, on peut se dire, mais est-ce que la requête a bien atteint le serveur? Oui, non, on n'est pas sûr. Bon, bah, on va réessayer. Donc pour ça, je vais vous réactiver le bon fonctionnement de l'API. Donc là, on repasse sur un réseau qui est à nouveau stable. Attendez, excusez-moi, j'ai check out le mauvais commit. Hop. Donc là, on repasse sur un réseau stable. Et on refait une requête. Et là, on se rend compte que, bah oui, donc là, c'est bon, effectivement, ça a bien été créé. Par contre, on a un ID 2, alors que j'avais reset ma base de données. Donc en fait, on se dit, bon, bah un peu bizarre, on va regarder l'ensemble des commandes qu'on a, et en fait, on en a deux. Et c'est parce que la première requête, on n'avait pas obtenu la réponse, mais la requête avait bel et bien été acheminée jusqu'au serveur. Donc elle a été traitée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Euh, alors déjà, donc là, il faut parler du sujet de l'idempotence. Euh, Quand on design une API, en fait, on a certaines requêtes qui nous semblent évidemment idempotentes. Par exemple, si on liste les commandes et qu'elles n'ont pas changé entre-temps, donc vous listez les commandes, personne n'a créé de commande entre-temps, vous relistez les commandes, bah, on s'attend à ce que deux requêtes consécutives, du coup, elles retournent le même résultat. Donc on peut en déduire là que la lecture, elle est toujours idempotente. L'écriture, par contre, c'est un peu plus complexe. Elle peut être idempotente. Donc, concernant, par exemple, la création de ressources, il y a de fortes chances que cette opération, elle soit pas idempotente. Là, c'est ce que je viens de présenter avec la création de commandes. Parce que, en fait, deux requêtes consécutives, ça va créer deux ressources différentes. Dans notre cas, deux commandes. Par contre, pour ce qui est de la modification, si cette dernière, elle n'entraîne aucun side effect, genre l'envoi d'un email, par exemple, on peut a priori considérer que la modification, elle est idempotente. Si vous modifiez, là je vous le montre dans le schéma, si vous modifiez le champ d'une commande, alors le résultat sera toujours le même pardon, d'une requête à l'autre. Donc on fait un put là pour définir l'email de notre commande.
on voit bien qu'en fait, on reçoit le bon email derrière. Et si on refait un put derrière, bon, bah, l'email est toujours le même. Là, il y a pas de surprise. Par contre, si on fait une modification qui est dépendante d'un état, alors là, on n'est pas forcément idempotente, on l'est même rarement. Si on a une action qui permet, par exemple, d'augmenter ou diminuer la quantité d'un article au sein d'une commande. Donc, vous avez une commande, vous ajoutez des articles, puis en fait, ces articles, bah, vous pouvez les prendre en 5 exemplaires si vous voulez. Et bien là, en fait, vous faites une modification, mais elle dépend de l'état actuel de la commande. Donc, si on l'exécute 2 fois de suite, le résultat sera jamais le même. Cette action, du coup, elle ne peut pas être idempotente. Et là, c'est ce que je montre dans le schéma. J'ajoute, je prends, on suppose que la quantité de base, c'est 2. Si j'ajoute 2 à la quantité, alors on obtient 4. Si j'ajoute 2 à la quantité, on obtient 6. On n'est pas idempotent. À noter quand même que la spécification HTTP, elle définit plusieurs méthodes comme étant idempotentes, donc les méthodes get, post, etc. Alors, post n'est pas idempotente. Excusez-moi, je l'ai listé, mais je l'aurais pas dû. Donc, sans surprise, on va y retrouver les méthodes get et head, et aussi des méthodes plus techniques comme options et trace, mais on y retrouve aussi la méthode put. Et ça veut dire qu'en fait, si vous faites une API REST, alors d'après la spec, vous devez faire en sorte que toutes vos requêtes put, elles soient idempotentes. Et c'est évidemment ce que j'ai pris soin de faire au sein de l'API que je vous présente. Maintenant, j'ai pas parlé de post, sauf par erreur, mais j'ai pas parlé de post. Post n'est pas idempotente. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des requêtes post? Est-ce qu'on doit abandonner, en fait, se dire, bah, tant pis, c'est impossible d'être idempotent? Bah, imaginez-vous dire à vos clients que bah non, il n'y a pas de bonne solution pour rejouer une requête post qui a échoué. Bah, c'est pas quelque chose d'acceptable. Vos clients vont pas être d'accord. Donc, une solution ici, c'est d'utiliser une clé d'idempotence. Euh, on fournit cette clé d'idempotence dans un header de notre requête. Et cette clé, c'est le client qui génère la clé, qui la met dans le header. Et cette clé, elle est aléatoire et unique. Par exemple, vous pouvez très bien générer un UUID et le mettre dans ce header. Ça suffira très bien. Lorsqu'une requête à ce moment-là est reçue avec une clé inconnue, on va stocker en cache le contenu de la réponse avant de la retourner. Et ensuite, si on reçoit une nouvelle requête, c'est ce que je montre dans le schéma, avec la même clé, on ne va pas créer une nouvelle commande, on va juste retourner la réponse stockée en cache. Donc là, c'est dans le schéma, on voit bien, j'ai une clé, là je vous ai fait ça simplement, j'ai mis une clé A, on fait une première requête, on obtient une commande avec un ID 1. Si on refait la même requête après, on obtient toujours la même commande. À noter que cette solution, parce qu'il y a certaines personnes des fois qui doutent un peu de, comment dire, qui doutent un peu de cette technique, etc. Donc, histoire de vous montrer que quand même, c'est pas absurde. C'est une solution qui est implémentée par l'API de Stripe. Il suffit de taper API Stripe idempotency, vous trouverez. Alors, je vais repasser sur le code pour vous montrer en fait comment mettre ça en application. Et on va check out le commit suivant. Ah oui, alors une petite chose avant. Donc mon contrôleur qui contient la création de commandes, actuellement, ça contient juste ça. C'est très simple. Alors mon contrôleur est un peu plus complexe, mais la partie qui crée les commandes, c'est juste ça. Donc on voit bien qu'on a une annotation pour dire, bah voilà, post. Là, mon contrôleur, lui, on voit bien que l'URL, c'est API orders. Et je fais juste appel à mon service qui va créer une commande. Je vous passe le détail du service, ce n'est pas utile. En gros, il écrit juste dans la base de données et accessoirement aussi, il envoie un email. Mais ça, on s'en fiche. Donc maintenant, je vais vous montrer, si on check out le commit suivant, donc là déjà, le système est autrement plus complexe. Donc, c'est toujours cette méthode-là. On voit qu'on récupère le header idempotency key. On va récupérer aussi le chemin de la... On va récupérer le pass de la requête. Et ensuite, on va créer... Alors moi, j'ai choisi de stocker en cache, de stocker les réponses en cache dans Redis. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, je vais créer une clé Redis, je la préfixe par idempotency, je mets le chemin et je mets la clé d'idempotence. Pourquoi est-ce que je combine les deux? C'est parce que, admettons, votre API, elle permet de créer à la fois des commandes et aussi des livres.
bah, en fait, vous voulez pas, quand vous allez utiliser une clé d'idempotence euh, A, si vous créez une commande avec la clé d'idempotence A, à ce moment-là, vous allez recevoir un order ID 2.1, par exemple. Vous ne voulez pas que, admettons, vous avez fait une erreur dans votre code et vous allez faire une requête pour créer un livre avec la clé d'idempotence A. Mais elle a déjà été utilisée pour créer une commande. Bah, en fait, vous ne voulez pas recevoir une réponse qui contient order ID 2.1, parce qu'a priori, c'est par accord. Donc, on fait un couplage des deux. Si on n'a pas de clé d'idempotence qui est fournie, là, on ne s'embête pas, on va juste créer la commande et on la retourne. Par contre, s'il y a une clé d'idempotence qui est fournie, on va faire appel à notre cache. On va lui dire, bah, récupère-moi la réponse qui est stockée dans le cache. S'il y en a une, on retourne la réponse directement. Par contre, s'il n'y en a pas, à ce moment-là, on va créer la commande et on va la stocker dans le cache. On va stocker son JSON dans le cache avant de le retourner directement au client. Donc ça, je peux vous le présenter ici. On voit bien que ici, j'ai une requête pour créer une commande, toujours avec l'adresse Lyon. Et ce que j'ai ajouté là, c'est un header, idempotency key. Et là, c'est vraiment, je vous avais donné l'exemple, j'ai vraiment mis un new ID. Donc si on l'exécute, on va voir que j'ai une commande ID 3 qui a été créée. Et si je la réexécute, eh ben, j'ai ID 3 qui a été créé. Toujours la même chose. Ah, j'ai oublié de préciser, là dans le cache, j'ai choisi de stocker en cache la réponse pendant 24 heures. Là, c'est un peu barbare à lire comme ça, mais là, c'est 24 heures. Après, en fait, vous pouvez moduler ça comme vous l'entendez. Et donc, si je fais une seconde commande, si je choisis de faire une nouvelle commande, mais je choisis sciemment de faire une nouvelle commande, je vais changer la clé d'idempotence. Donc là, on voit bien que j'ai 2B1, et là, j'ai 8 AD. Et bien, si je l'exécute, à ce moment-là, j'ai bien ID 4. Si je la réexécute, j'ai toujours ID 4. Si je réexécute la précédente requête, j'ai toujours ID 3. Voilà. Donc, au moins, on est sûr que notre requête a bel et bien été exécutée. Et enfin, si on n'est pas sûr, plutôt, excusez-moi, je me suis mal exprimé, si on n'est pas sûr que la requête a bien été exécutée, on peut la réexécuter sans problème. On ne risque pas de créer deux commandes par erreur. Par contre, on a un problème avec notre code là, c'est que je me permets de check out la suite. Là, je vous ai fait un petit exemple. Il ne faut pas chercher à lire le code de manière assidue. En gros, je fais deux requêtes simultanées. Et là, j'ai un petit bout de code bash qui permet d'exécuter ces deux requêtes en simultané. Si je les exécute, donc là, on a une nouvelle clé d'idempotence. Si j'exécute ça, à ce moment-là, on va voir que j'ai deux commandes qui ont été créées. Donc là, j'ai un 201 created avec ID 5 et là, j'ai un 201 created avec ID 6. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voulait à la base. Euh, et ça, en fait, c'est parce qu'on a un problème de lock. Alors, enfin, un problème de requête concurrente. Donc, je vais revenir à mes petites slides. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nos requêtes ont chacune retourné une réponse différente? Bah, sur le schéma là que vous voyez à côté, vous pouvez voir, il y a deux colonnes. Chacune contient les actions qui sont nécessaires pour traiter la requête en cours. Donc là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On lit le cache, on crée la commande, on est écrit dans le cache. De haut en bas, on a le temps. Donc c'est le temps qui s'écoule. À noter que les deux requêtes sont jamais exécutées exactement au même moment. On dit simultané parce qu'il y a une différence de quelques millisecondes, voire de nanosecondes, mais ce n'est pas exactement à l'instant T, quoi. Alors ici, la requête A, elle a été reçue quelques instants avant la requête B. Donc elle commence à lire le cache et on voit qu'il est vide, donc elle va créer une commande. Mais avant que la requête A elle ait eu le temps de créer sa commande, elle va de mettre la réponse en cache, pardon. Avant qu'elle ait eu le temps de créer la commande et de mettre la réponse en cache, la requête B, elle va elle aussi lire le cache et elle va voir qu'il est vide. Donc elle va créer une commande elle aussi. Et là, on a la source du problème, c'est que le traitement de la requête n'est pas atomique. On a une première action, une suivante, etc. Et entre-temps, il peut se produire n'importe quoi. Donc la solution ici, c'est plutôt d'ajouter un lock. Le principe, il est assez simple si vous ne connaissez pas. Je fais rapide. Toutes les requêtes maintenant, elles doivent appliquer un lock basé sur la clé d'idempotence.
un seul lock peut être appliqué à la fois pour une même clé d'idempotence. Et si une requête souhaite appliquer un lock, mais qu'il en existe déjà un, alors elle doit attendre que le précédent lock soit retiré. Du coup, avec ce système, la première requête, elle arrive, elle applique immédiatement un lock. Quand la seconde requête, elle arrive, quelques instants plus tard, bah, elle va essayer d'appliquer un lock, mais elle ne peut pas. Ça va échouer parce qu'il y en a déjà un. Donc, bah, elle va attendre. Pendant ce temps-là, la première requête, elle fait son travail, elle retire le lock, et là, à ce moment-là, on a la seconde requête qui peut prendre le relais, et elle va voir, bah, en fait, il y a une réponse qui a déjà été mise en cache pour cette clé, donc bah, elle va retourner directement la réponse et retirer le lock. Alors pour info, vous verrez dans le code, j'utilise des fois le terme readlock. En fait, c'est parce que j'utilise l'algorithme readlock qui a été défini par Redis pour faire des locks. Readlock comme rouge et cadenas, hein. Donc voilà, vous cherchez ça sur Google si vous voulez. Je reviens rapidement au code pour vous montrer la solution finale. Donc là, on ajoute un système de lock. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le code, je vous le montre très succinctement, hein, mais je pense que vous avez l'idée. Ici, en fait, je vais créer un lock et donc je vais baser mon lock sur les mêmes critères que ma clé Redis pour le cache, c'est-à-dire que j'utilise le chemin et la clé d'idempotence. Donc là, j'ouvre un lock. À partir de là, je suis dans ce code-là, je suis au sein d'un lock. Donc il y a un lock au-dessus et en dessous, une fois qu'on atteint les lignes d'en dessous, le lock est libéré. Donc là, bah, même principe, on va dans le cache, on lit. S'il n'y a pas de cache, on crée la commande. Ensuite, on stocke dans le cache et après, on relâche le lock. Donc là, maintenant, on va vérifier que ça fonctionne bien. Et là, on voit que du coup, j'ai créé... Oh là, j'ai fait n'importe quoi. On voit bien que j'ai créé une commande ID7 et que la requête suivante, elle aussi, elle retourne un ID7. J'avais oublié de préciser, tout à l'heure, quand j'avais fait l'exemple, quand il n'y avait pas de lock, c'est que à la création des commandes que ça pose problème et on a obtenu un ID 5 et un ID 6. Évidemment, si on refait des requêtes simultanées alors que le cache est déjà prêt, à ce moment-là, on récupérera ID 6 normalement. Donc voilà, à partir de là, avec le lock, on peut créer des commandes sans problème. On est sûr en fait que les requêtes vont être exécutées séquentiellement. Alors, il peut y avoir potentiellement un petit problème de performance, mais bon, c'est sur des cas un peu spécifiques. Puis ça dépend évidemment de votre API, de sa charge. Il y a plein de sujets qui peuvent euh, entrer en compte. Et enfin, vu qu'on est sur Nest.js, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus propre parce que là, je vous remonte le contrôleur. Il est immonde. Il y a beaucoup trop de code dans ce contrôleur. Et en plus, on a d'autres requêtes post pour lesquelles on aimerait appliquer ce même système d'idempotency, mais on n'a pas envie de copier-coller le code partout. Donc en fait, avec Nest.js, on peut faire un, je vais trouver mes mots, un interceptor. Donc c'est un peu l'équivalent pour ceux qui utilisent d'autres frameworks, d'autres langages, c'est un peu l'équivalent des middleware. Euh, et donc là, on voit bien que j'ai check out mon code, et bah, mon contrôleur, il est à nouveau à 2, il est de nouveau super simple. Et ici un interceptor. Et en fait, l'interceptor, il fait le même travail. La seule différence, c'est que lui, il va intercept toutes les requêtes et il va juste vérifier est-ce que la requête ici, elle a bien une clé d'idempotence et est-ce que c'est bien une requête de type post? Parce que là, ici, on veut appliquer que sur post. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, on va mettre en place un lock. Pareil, on relie le cache. Si on n'a rien dans le cache, on exécute vraiment la méthode du contrôleur sous-jacente. Et ensuite, derrière, on stocke dans le cache. Il y a une différence, c'est que là, au lieu de stocker uniquement la réponse, maintenant, je stocke aussi le statut de la réponse, donc le 201 ou le 200 ou autre chose. Parce que si ça se trouve, en fait, vous avez une URL, un endpoint post qui lui va plutôt retourner un 200, l'autre plutôt un 201, etc. Et chose très importante que j'ai pas précisé, c'est que je ne stocke toujours que les réponses qui ont été un succès. On ne veut pas stocker les,
Les erreurs, par exemple, les erreurs de validation, on ne veut pas stocker les erreurs 500, on veut stocker que le succès. Parce que si vous commencez à stocker les erreurs, bah, en fait, vous aurez beau rejouer la requête, si ça se trouve, on va vous dire, bah non, bah en fait, ça a échoué. Donc, ça risque d'être un problème. Et dans ce cas-là, il faudrait rechanger de clé d'idempotence et on va casser en fait tout ce qu'on a fait. Et voilà tout pour moi. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Johan. C'était super, très clair. J'espère que pour tout le monde, vous avez appris plein de choses. Oui, on a quelques questions. On a une première question de Bader qui demande côté client comment est implémentée la génération de la clé d'idempotence. Alors, ça, c'est le but, en fait, on s'en fiche un peu de la forme que ça a. Le but, c'est de comment tu as généré ta clé. Il faut juste qu'elle soit aléatoire et unique. Et en fait, un UUID, par exemple, c'est un algorithme qui répond très bien à ce cas d'usage. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas plus se prendre la tête. Dans un premier temps, on génère un UUID. Est-ce que À peut-être on peut noter, juste voir dans le code l'endroit où tu génères cet alors UID? là, malheureusement, je voulais pas présenter parce qu'en fait, je montre que le code du serveur, mais il suffit en fait dans votre langage préféré, si je prends JavaScript et que vous utilisez Node, vous pouvez très bien en fait faire appel à la librairie crypto de Node et vous faites .random UUID et à ce moment-là, vous allez récupérer un UID. Ouais, non, c'était pas par rapport à l'implémentation, mais dans ma tête, moi, dans le client, quand on appelle une API, à chaque fois, on va générer une clé d'item potentiel. C'est bien ça. À chaque fois en fait que tu veux faire une action, effectivement, tu génères une clé d'idempotency. Tu veux créer une commande A, et bah, tu génères une clé d'idempotency pour cette commande A. Et par contre, si tu as besoin de retry cette requête, tu gardes la même clé d'idempotency. C'est quand tu veux rejouer la requête en fait que tu gardes la même clé. Par contre, si tu veux créer une commande B, là, tu crées une nouvelle clé d'idempotency. Donc, ça marche que dans le cas d'un retry. Par exemple, moi, je dis n'importe quoi. On a dans l'écran le bouton Create du produit. Quand on clique dessus et qu'on a une erreur, si on reclique dessus, ce sera plutôt un retry avec la même clé idempotency ou, parce qu'à mon avis, on va recréer une nouvelle clé d'idempotency quand on clique Ah ouais, une... mais là du coup, là, dans ce cas-là, il faut effectivement conserver la même clé d'idempotency. Ta C'est... clé, je peux la créer à l'ouverture de l'écran, par exemple, à la création de l'écran, pour l'avoir qu'une Et fois sur après, ta plateforme. excuse-moi Pierre, Ouais. je Non, t'ai je disais la interrompu. clé. Non, je disais la clé, il faut la créer quand on ouvre l'écran, le formulaire, par exemple. C'est pas quand on appuie sur OK. Voilà, Il faut qu'elle soit créée. exactement, ça peut être ça. Mhm. Et il y a D'accord. aussi un truc, c'est que là, j'ai parlé d'API, j'aurais dû le préciser, c'est qu'en fait, les API, c'est pas qu'un sujet d'interface, de UI, en fait. Oui. Euh, il y a beaucoup d'échanges qui se font de machine à machine. Et en fait, typiquement, les clés d'idempotentiel, elles sont très importantes pour permettre justement des retries automatisés, là où en fait, l'utilisateur ne peut pas agir. Est-ce que... D'accord. Merci. Bah, je t'en prie. Bah, du coup, juste devant Pierre, tu posais aussi Ouais, une non, mais question. non, mais j'ai enlevé ma question. Je viens de Ah, l'effacer. ok, Alors, ça marche. quand, Parce qu'on Alors, allait partir sur des trucs. ça je me marche. permets de passer à la suite pour histoire qu'on traîne pas Yes, trop. ça marche. Euh, Donc, ouais, tu veux les prendre, Johan, directement? bon, vas-y, je les vois là, je les ai sous les yeux. Alors, Allez, quand, c'est quand tu parti. parles de cache, est-ce que c'est juste une variable ou réellement un emplacement de mémoire spécifique? Registre CPU. Ah oui, t'es allé un peu bas niveau. Non, ça peut être une variable, mais après, une variable, le problème, c'est que ta variable, si ton process il redémarre, tu perds ta variable. Donc, en fait, moi, j'ai plutôt parlé de Redis parce qu'en fait, au moins, c'est une base séparée. Tu stockes ça. Si ton process, à un moment, tu as besoin de le redéployer et qu'il redémarre, tu es sûr que la donnée n'est pas perdue, tu vois. Parce que c'est important. En fait, quand tu dis à tes clients, bah, je supporte des clés d'idempotence, il faut, pendant 24 heures, par exemple, eh ben, c'est un engagement de ta part. Donc, c'est important de dire, pendant 24 heures, je garde vraiment la réponse. Donc, tu ne peux pas la perdre juste en redémarrant le processus, pardon. Donc, il faut vraiment stocker ça dans une base qui a de la redondance, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une recommandation sur la durée du cache? Alors, merci Juliane. Bah écoute, je t'en prie, je m'appelle pas Juliane, mais euh,
Est-ce qu'il y a une recommandation? Alors, en fait, ça, c'est un sujet produit. Une API, en fait, une API, c'est un sujet produit. C'est pas que les développeurs qui doivent travailler sur ça. C'est important d'en discuter avec ses clients, avec ses équipes, pour savoir, en fait, c'est quoi la bonne durée. Donc, je peux te le dire, hein, Stripe utilise 24 heures. J'ai utilisé 24 heures, du coup, pour garder le même exemple. Mais après, eux, en fait, ils ont fait ça en fonction aussi de leur clientèle, de ce qui est attendu, des besoins, etc. Tu vois, des contraintes. Il y a encore Alors, deux questions et puis on s'arrêtera. est-ce que cette technique ne donne pas trop de responsabilité au client? Je pense que le back-end devrait être garant de l'intégrité, l'unicité devrait être assurée par le modèle via une clé primaire. Alors oui, effectivement, mais le problème, c'est que si ta clé primaire, c'est le back-end qui la génère, et ben en fait, tu vas créer une commande, tu vas recevoir un ID 1, et tu vas créer une seconde commande et tu vas recevoir un ID 2, parce que le back-end, lui, il assure que la clé primaire, elle est correctement générée, mais en fait, il ne sait pas. Quand tu vas rejouer une requête, il ne sait pas en fait si tu voulais euh, au final créer la même commande qu'avant ou non. En fait, la clé d'idempotency, elle est là pour donner un hint, une info au serveur pour lui dire, attends, ça, en fait, je voulais le faire qu'une seule fois, donc s'il te plaît, ne rejoue pas la requête s'il n'y en a pas besoin. Après, il y a d'autres solutions. Il y aurait tout à fait moyen de dire, bah, en fait, la clé primaire, c'est un UID et il est fourni par le client aussi, tu vois, plutôt que d'utiliser des clés d'idempotence. Mais je pense que c'est un sujet un peu complexe. On n'a pas trop le temps d'en discuter à fond là. Et enfin, une autre question. Dernière question. Est-ce qu'on a intérêt à renvoyer un code HTTP spécifique lorsque la réponse est dans le cache? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ça soit utile, notamment parce que si tu fais ça, en fait, ça veut dire que ta première réponse, elle retourne, comment dire? Il faut pas altérer la réponse initiale. Ça serait dommage. Ça risque d'amener des problèmes. Par contre, rien n'empêche d'ajouter un header dans la réponse qui va préciser, ah, pour info, ça vient du cache. On peut le faire. Et Cool. voilà. Eh ben, merci beaucoup, Johan. Et on va se quitter avec le tirage au sort en direct, savoir qui a gagné la formation. Vas-y, je vais repartager mon écran parce qu'on n'a pas d'huissier de justice pour vérifier que je ne triche pas, donc on va le faire en live. C'est parti, partager. Donc, comment on fait? On va demander à ChatGPT de le faire. On va lui demander de choisir. Donc, c'était fait sur Tally, donc ce sont des submission ID. Évidemment, on va clear les duplicates. Il y en avait quelques-uns pour être sûr que tout le monde a les mêmes chances de gagner. On copie la liste. Donc, elle est bien là. J'ai juste mis des espaces pour des raisons GDPR, mais elle est bien là. Hein, elle est là. Et donc, on va voir ce qu'il nous dit. J'aurais dû juste faire ChatGPT 4. C'était largement suffisant. Tu as réussi à casser ChatGPT. Et voilà. Emeline Courcel, je ne suis pas sûr de t'avoir vu aujourd'hui, mais si tu étais là ou si tu es encore là, tant mieux. En tout cas, bravo. On enverra un mail à tous les participants. Donc, tu as gagné les 3 jours de formation avec Johan sur Master API Design. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez appris des choses ou que ça a validé ou invalidé des choses que vous aviez pu apprendre. On fera d'autres webinars avec Next Level Run sur tout un tas de sujets. Il y en a un la semaine prochaine sur Airflow, plutôt côté data engineering. Je peux vous mettre quelques liens si ça vous intéresse d'aller plus loin. Euh, un petit lien d'un formulaire ici pour donner du feedback sur la formation, sur le webinar. Et si jamais vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez aussi vous préinscrire. Et on a remis quelques liens intéressants. Si vous voulez prendre un café en ligne avec moi, c'est possible aussi. Et on a remis aussi surtout le lien direct du dossier que Johan a conçu sur 8 concepts importants sur les API. Donc, il y a l'idempotency, mais il y a aussi l'authentification avec JWT, avantages, inconvénients. On parle de pagination, voilà, plein de sujets autour des API.
Voilà. Bon appétit à toutes et à tous. C'était très sympa de vous avoir. Merci encore, Johan, Ouais, pour merci à Merci vous, à hein. tous. l'échange. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. À bientôt, Au merci. revoir. Au revoir.